Aujourd'hui, quelqu'un qui monte une start-up, au lieu de se développer sur ses fonds propres qu'elle n'a pas forcément, ou de la dette ou un prêt bancaire qu'une banque ne lui donnera pas parce qu'elle n'a pas forcément de visibilité sur son argent rentrant, il va aller voir un investisseur dont c'est le métier d'aller investir dans des startups qui ont vocation à devenir très grandes. Oui. Et donc, il va prendre une part de capital dans cette start-up-là. Instagram, c'est une start-up de base qui s'est financée avec du venture capital, comme Facebook s'est financé avec du venture capital au départ. Et donc, les investisseurs d'Instagram ont gagné de l'argent en le revendant à Facebook, comme les investisseurs de Facebook ont gagné de l'argent le jour où Facebook est rentré en bourse. Il y a le mot risque dans le mot capital risque. Il va essayer de minimiser son risque en ayant une approche d'investissement qui soit la plus rigoureuse et sélective possible. Aujourd'hui, on a une dizaine de fonds au Maroc. Aujourd'hui, il y a des entreprises marocaines hyper connues qui ont déjà des programmes d'investissement en capital risque. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série d'orientation en métier chez Maté Maroc. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir Mehdi Benjelloun avec nous. Mehdi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Taha, bonjour à tous. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter pour nous un petit peu? Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Mehdi Benjelloun. J'ai que 28 ans cette année. J'ai grandi à Casa jusqu'à mes 18 ans et j'ai passé mon bac là-bas. Donc, un bac S. Spécialité maths. Après ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc je savais que je ne voulais pas faire de prépa. Donc contrairement à beaucoup d'autres que vous avez pu voir sur ce podcast, je me suis orienté dans une licence d'économie pour rester assez vaste. Mais je savais dès le premier jour que je voulais faire une école de commerce, donc j'avais bien ça en tête. Je savais que j'allais au bout de la deuxième année préparer les concours, les Taj-Maj, etc. Donc en 2018, j'ai intégré l'EM Lyon, toujours en ne sachant pas quoi faire. Dans ma première année, j'ai eu la chance de tomber complètement par hasard dans mon tronc commun sur un électif, donc un cours un peu spécial qui était un cours de finance entrepreneuriale et de venture capital. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Il se trouvait que c'était hyper intéressant et je me suis donné pour idée de bien comprendre ce métier et de m'intéresser à ce métier-là en rencontrant des gens, en parlant à tous les professionnels de ce milieu-là. Sauf que c'était un monde qui était très fermé. C'est une industrie où il y a aujourd'hui peut-être 500 personnes max qui bossent là-dedans en France, hyper dur de rentrer, un peu élitiste. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était de créer un programme bootcamp, un peu comme le wagon pour ceux qui font un peu de code, mais version venture capital. Donc l'idée, c'était vraiment pendant 8 semaines, tous les mercredis soirs, de rencontrer un professionnel du monde de l'investissement, un partenaire, un principal, donc un directeur d'investissement ou un analyste dans un fonds. Et en fait, on a fait ça avec une vingtaine d'étudiants et tous les soirs, on allait dans les bureaux de ces fonds-là. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir les portes pour rentrer dans un premier stage, dans un fonds de capital risque, puis un deuxième. Et là, aujourd'hui, ça fait un peu moins de 3 ans que je travaille dans un fonds d'investissement en capital risque à Paris, qui investit majoritairement en France dans des startups qui sont vouées à être exportées à l'international. Et donc, au global, ça fait un peu moins de 5 ans que je travaille dans cette industrie. Ok. Comme tu sais bien, récemment, ces derniers temps, on parle beaucoup de start-up, d'entrepreneuriat, que ce soit en France ou au Maroc. Et les décideurs politiques se tournent de plus en plus vers ce domaine comme étant un levier de croissance. Mais les gens n'en savent pas tant que ça, à part que la start-up, c'est une petite entreprise innovante. On ne sait pas comment fonctionne ce monde et clairement le VC est un élément essentiel de ce monde. Le VC du coup pour nos pays, c'est le venture capital risque que je te demanderais de nous expliquer en nous introduisant un peu dans ce monde qui, tu l'as bien dit, est élitiste et un peu fermé. Avec plaisir. Concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui monte une start-up, donc c'est une entreprise à caractère innovant qui vient soit modifier des usages, soit disrupter des marchés déjà existants pour justement croître et aller
assez vite, au lieu de se développer sur ses fonds propres qu'elle n'a pas forcément, ou de la dette ou un prêt bancaire qu'une banque ne lui donnera pas parce qu'elle n'a pas forcément de visibilité sur son argent rentrant, et ben, il va aller voir un investisseur dont c'est le métier d'aller investir dans des startups qui ont vocation à devenir très grandes. Oui. Et donc il va prendre une part de capital dans cette startup-là. Donc exemple tout bête, je monte une startup dans l'IA. Pour développer cette startup-là, il faut que je recrute des ingénieurs, des développeurs. Il faut que je puisse avoir des bureaux, il faut que je puisse, en tout cas, pouvoir développer mon produit. Bah, soit j'ai de l'argent de côté et donc je le fais et je me finance comme ça petit à petit, mais je vais doucement et linéairement. Soit en fait je me dis, j'ai une énorme idée, je vais aller voir un investisseur, je vais lui présenter mon business plan, mes prévisions financières, mon niveau de croissance espéré, mon niveau de chiffre d'affaires espéré d'ici 5 ans, et je vais lui proposer de racheter une part de capital aujourd'hui à date pour qu'il puisse lui potentiellement demain faire un retour sur investissement. Et donc toute l'industrie du capital risque, elle est justement basée sur ça. Au départ, les investisseurs vont prendre 15 à 20% en tant qu'investisseurs minoritaires dans ces boîtes-là, en se disant peut-être que d'ici 3, 4, 5, 7 ans, donc dans un horizon de temps un peu long, le million d'euros que j'aurais mis au départ en prenant 20% de la boîte, ça va devenir 10 millions, 20 millions, etc. Ok, d'accord. Mais il y a quand même du risque. C'est pas... c'est le métier le plus risqué possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un investisseur qui fait du capital risque, il y a le mot risque dans le mot capital risque. Quand il va investir, il va essayer de minimiser son risque en ayant une approche d'investissement qui soit la plus rigoureuse et sélective possible. Donc nous, par exemple, dans le fonds dans lequel je travaille, qui est un fonds qui s'appelle One Ragtime, on va voir 4000 dossiers par année, on va investir dans 5 dossiers uniquement. Des dossiers, c'est des startups? Des startups. Des dossiers d'investissement, donc des startups. Donc on minimise le risque comme ça, mais il faut savoir que en moyenne, dans un portefeuille d'investissement, il y a 20-25% des startups qui vont au tapis. Au tapis, c'est-à-dire? Donc des startups qui partent en liquidation judiciaire et qui ne valent plus rien. Ah, donc faillite, quoi. Faillite, complet. Donc tu as beau avoir mis 1 million, 2 millions d'euros, ce million-là va rien valoir. Mais après, toute la beauté du modèle du capital risque, c'est qu'en fait, pour les matheux qui nous suivent, le modèle de distribution d'argent du capital risque, ça suit une loi de puissance. Donc en gros, concrètement, c'est 5% des investissements vont rapporter 95% des retours sur investissement. Donc ça fait partie du modèle que d'échouer. Donc on dit qu'en moyenne, voilà, il y a 5% des boîtes qui vont rapporter 95%, c'est beaucoup, mais au moins 80%, 10 à 20% qui vont rapporter 10% des retours, et on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de startups qui fassent faillite. Ça fait partie du modèle. Donc on le sait, ça, en investissant. D'accord. Et autre que le VC, ou le capital risque, il y a d'autres abréviations dont on entend parler, notamment PE, qui est un autre modèle d'investissement dans des entreprises. Du coup, quelles sont, pour un fondateur de start-up, quelles sont les différentes options de levée de fonds? Concrètement, le private equity, ça englobe tout ce qu'on avait appelé le non coté, donc c'est toutes les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc la différence entre private equity, je la ferai plutôt avec capital market, où capital market, c'est vraiment toi en tant qu'investisseur qui peut investir, tu peux aller voir ta banque et aller investir directement dans des entreprises cotées. Au Maroc, tu peux investir dans Tijari, tu peux investir dans la CFG, dans Crédit du Maroc, dans toutes ces boîtes-là qui sont cotées en bourse. Et après, tu as un marché qui est le marché du non-coté, donc c'est des boîtes qui sont privées, qui ne sont pas cotées en bourse, et dont parfois on ne peut investir dans ces boîtes-là que si on a un fonds d'investissement et qu'on a une approche d'investisseur professionnel. Pour un porteur de projet en tant que fondateur d'entreprise, en fait, le private equity, c'est ce qui englobe de manière générale
donc ce que je disais, tout le non-coté. Et dedans, on va inclure le venture capital. Donc le venture capital, c'est une sous-branche du private equity. Sauf que le venture capital, il va plutôt être tourné donc, dans toutes les startups, contrairement au private equity, qui va plutôt faire des investissements dans des entreprises qui sont peut-être des petites et moyennes entreprises, donc des PME qui font déjà un certain niveau de chiffre d'affaires, qui font déjà un certain niveau de marge et de rentabilité, contrairement au venture capital, lui, qui va aller financer des boîtes qui souvent ne sont pas rentables, qui ne vont pas l'être au bout de 3 à 4 années. Et justement, les levées de fonds en venture capital vont aller financer cette rentabilité négative de ces boîtes-là, qui du coup auront besoin de fonds pour financer leur activité. Oui, et comme tu l'avais bien dit avant, avoir un prêt d'une banque, c'est pas une option pour les startups. Justement, ce qui se passe, c'est que quand on est une startup, on est tout petit, on n'a pas de produit, on n'a pas de visibilité, on va pas avoir de banque qui va venir nous faire confiance. Par contre, quand on arrive à faire une levée de fonds auprès d'un investisseur professionnel, les fondateurs peuvent aller débloquer ce qu'on va appeler du financement non dilutif. Donc du financement non dilutif, c'est, comme son nom l'indique, du financement qui ne va pas venir diluer la structure du capital d'une start-up, et donc elle va venir complémenter un investissement d'un fonds. Et donc par exemple, en France, on a la BPI. La BPI, c'est la banque publique d'investissement qui, elle, va accorder des subventions, des prêts d'honneur, etc. et qui va venir complémenter l'investissement en equity. Donc en equity, c'est en capital d'un fonds d'investissement. Donc par exemple, une startup qui demain va lever 3 millions d'euros d'investissement en seed, donc en amorçage, donc en premier tour d'investissement, elle peut avoir par exemple 2 millions 500 qui sont donnés par des investisseurs qui ont dilué le capital de l'entreprise, plus 500 000 qui vont être donnés par des prêteurs, des banques, etc., qui viennent complémenter justement les investisseurs en capital risque. Ok, donc pour une start-up, avoir des prêts, des financements non dilutifs, ce n'est possible qu'après avoir convaincu des investisseurs Exactement. De prendre des parts de notre capital. Oui. On en vient au processus de sélection des startups. Que, du coup, un fonds VC, c'est 4000 dossiers pour 5 startups sélectionnées. C'est assez brutal. Notre métier, c'est de dire non. Ok. Et du coup, comment se fait ce processus de sélection, d'étude du business model, de l'idée de la startup, de sa structure, etc. Donc c'est un processus, comme je le disais, qui est ultra rigoureux et ultra sélectif. Je vais commencer au tout début de la chaîne de valeur pour arriver jusqu'à la fin. Ok. Donc la première étape, en fait, c'est le sourcing. Le sourcing, c'est trouver les startups. Donc on peut le définir ou l'expliquer de plein de manières différentes, mais c'est en gros concrètement comment est-ce que tu arrives à avoir un dossier d'investissement qui arrive entre tes mains. Et ça, tu peux le réfléchir de plein de manières différentes. Soit tu peux être sur LinkedIn toute la journée en contactant des fondateurs parce qu'ils ont mis sur leur profil qu'ils étaient CEO d'une boîte et que la boîte a moins d'un an d'existence et que tu penses qu'ils vont lever. Soit tu as une approche beaucoup plus data-driven. Donc par exemple, tu peux avoir accès à LinkedIn Sales Navigator, qui est un outil de prospection LinkedIn qui te permet de trouver grâce à des mots-clés qui sont tous les fondateurs basés dans une géographie particulière avec une taille d'entreprise particulière. Et donc comme ça, tu peux avoir un nombre d'entreprises qui rentrent dans ton pipeline. Tu peux avoir une approche réseau où tu vas aller assister à des événements thématiques, industriels, etc. Où tu vas créer des relations avec tes pairs, avec des corporates, etc. et qui eux-mêmes vont t'envoyer des dossiers. Tu peux avoir aussi des très bonnes relations avec des entrepreneurs déjà existants dans ton portefeuille et qui eux-mêmes vont te recommander d'autres entrepreneurs. Ou même quand tu es dans un fonds d'investissement et que tu as des, on va en parler un peu plus tard, mais des souscripteurs de ton fonds, donc des limited partners, ceux qui vont
te confier de l'argent pour que toi tu l'investisses, bah, eux-mêmes peuvent te faire des recommandations d'entrepreneurs. Donc tu as vraiment tout un tas de moyens de trouver des boîtes. Donc ça c'est la partie screening. Donc c'est pas que les startups qui cherchent des investisseurs, c'est aussi les fonds VC qui cherchent des startups. Nous, notre métier c'est justement de trouver ces boîtes-là. Donc on a autant un métier, on va recevoir des dossiers, qu'un métier, on va faire de la chasse. Concrètement, donc on va aller contacter et parler à des entrepreneurs en leur disant voilà, est-ce que tu cherches des fonds, on peut se parler. Donc ça va dans les deux sens. Ensuite va arriver toute la partie analyse, donc on va faire des premiers appels avec ces fondateurs-là, où généralement il y a un premier appel de 30 minutes où le fondateur va nous parler de sa société, nous faire un pitch, etc. Et donc à partir de ce premier appel-là, on va dire un peu de screening, on va se faire une première idée. Et ensuite, cette idée-là, elle va être challengée au sein de l'équipe d'investissement. Donc l'équipe où il y a les analystes, les directeurs d'investissement, les partenaires, qui vont se regarder autour d'une table et qui vont se dire, bon, est-ce que ce dossier, finalement, est-ce qu'il colle à ma thèse d'investissement? Donc une thèse d'investissement, c'est quoi? C'est justement une liste de critères que s'est donné un fonds d'investissement pour se dire, voilà, toutes les startups qu'on doit financer doivent remplir ces critères-là. Nous, dans le fonds où je travaille, ça doit être des boîtes qui sont assez jeunes, qui ont un produit tech, qui a un produit scalable, donc déployable à l'échelle, donc un produit qui peut être un logiciel vendu à l'échelle dans des millions, pour des millions d'utilisateurs, etc. Fait par des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs expérimentés, qui ont déjà fait des succès. Ou pas, mais sinon qui sont des entrepreneurs talentueux, et plein d'autres. Mais en tout cas, on a une thèse d'investissement. Donc on se challenge avec l'équipe d'investissement sur ce sujet-là. Et ensuite va rentrer une phase on va dire, d'analyse un peu plus détaillée. Donc on va rentrer vraiment dans les chiffres. On va demander un business plan, donc des prévisions financières à ces entrepreneurs-là. Et nous, on va venir décortiquer le business plan, aller challenger les entrepreneurs sur ces business plans-là, donc en challengeant les recrutements, challengeant les pourcentages de croissance, toutes les hypothèses en fait qui ont été faites pour justement arriver au chiffre d'affaires potentiel d'ici quelques années. Donc nous, notre métier, ça va être de se dire, ok, si aujourd'hui on met 1 million d'euros, ce million d'euros-là, combien est-ce qu'il peut valoir dans 5 ans? Donc c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'émission Shark Tank où t'as juste un pitch et... Rien à voir. Je prends 50% pour je sais pas combien d'euros. Mais en fait, de manière générale, il y a tout un truc qui a été créé autour du monde des startups où on pense que c'est sympa et que c'est fun, mais c'est un vrai métier. Donc on n'est pas là à écouter des entrepreneurs nous dire j'ai telle idée, ça va révolutionner le monde, investissez. Nous, entre le moment où on reçoit un premier entrepreneur et le moment où on fait un investissement, il se passe facile 4-5 mois. Donc il y a vraiment une analyse. Après, contrairement à... Moi, je travaille dans un fonds qui fait un métier d'investisseur en amorçage. Donc nous, on va investir dans des entrepreneurs qui soit ne font pas de chiffre d'affaires déjà, soit en font un peu, mais on ne va pas faire vraiment d'analyse financière à proprement parler, contrairement à des investisseurs qui vont investir dans des sociétés qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui peuvent vraiment rentrer dans le dur des chiffres. Nous, on arrive un peu en amont de ces investisseurs-là, et donc on va avoir une approche d'analyse qui est beaucoup plus humaine. On va se dire, est-ce que c'est un entrepreneur qui est fort, qui est déterminé, qui a déjà fait des trucs avant? Généralement, il a été... je prends des exemples, mais c'était par exemple le general manager de Kerim, de Glovo, de grandes entreprises qui sont assez connues et où on peut se dire, voilà, il a montré qu'il savait faire des choses, on va parier sur lui. Ça peut être des gens qui ont eu des expériences au BCG, dans des cabinets de conseil, en finance, etc. On se dit, ils ont déjà fait des choses fortes, donc on peut miser sur eux. Donc on va avoir une analyse financière, une analyse déjà des comportements des consommateurs, voir comment est-ce qu'ils interagissent avec le produit, est-ce que c'est des utilisateurs qui restent sur le produit ou est-ce que c'est des utilisateurs qui résilient. Donc voir comment il y a un comportement de consommateur sur la base déjà existante dans le produit. Et donc à partir du moment où on fait toute cette analyse-là et qu'on se forge une conviction, et ben on commence à poser des questions un peu plus en détail sur le marché, sur toutes ces choses-là pour voir si vraiment il y a un marché qui est porteur, un marché en croissance et se dire voilà, demain si on investit,
on peut prendre un certain pourcentage de la taille de marché, se dire voilà. Et même un autre truc qu'on fait, et qui est super important, c'est faire une analyse des acquisitions et des acquéreurs pour se dire voilà, demain si j'investis, à qui est-ce que je peux vendre? Parce que finalement, ton métier, c'est d'acheter des parts, donc t'es côté acheteur, mais derrière, ton métier, ça va être de vendre. Donc tu dois être en mesure de te dire, ok, j'investis, mais demain, à qui est-ce que je peux vendre? Donc tu peux faire des prévisions qui vont pas forcément être précises le jour J, mais ton métier à la fin, c'est de te dire, voilà, j'ai un corporate qui peut m'acheter, j'ai un fonds private equity qui peut m'acheter mes parts, et l'idée, c'est de faire sur un retour sur investissement. D'accord. Et un corporate, c'est par exemple une grande entreprise déjà existante dans ce marché du type... C'est par exemple Google qui peut te racheter, c'est Samsung qui peut te racheter, c'est un établissement bancaire qui peut te racheter, c'est des gens déjà établis qui en fait veulent faire de la croissance externe, donc qui veulent racheter des startups qui ont développé des produits qu'elles peuvent intégrer dans leurs solutions déjà existantes pour aller croître de manière assez artificielle leurs revenus, leur base utilisateur, etc. Donc l'exemple de WhatsApp pourrait exactement, Facebook qui rachète WhatsApp, ou Meta qui rachète WhatsApp, ou Meta qui rachète Instagram. Bah, Instagram, c'est une startup de base qui s'est financée avec du venture capital, comme Facebook s'est financé avec du venture capital au départ. Et donc les investisseurs d'Instagram ont gagné de l'argent en le revendant à Facebook, comme les investisseurs de Facebook ont gagné de l'argent le jour où Facebook est rentré en bourse. D'accord, d'accord. Et donc, un venture capital, en investissant, un venture capitaliste, en investissant dans une start-up, c'est avec comme idée de la revendre dans combien de temps, en général? Nous, on fait des métiers longs. Donc, on fait des métiers avec des horizons d'investissement qui sont entre 5 et 10 ans. D'accord. Nous, en fait, pour expliquer concrètement ce qu'on fait, un fonds de venture capital, quand on parle de fonds, c'est une structure, mais un fonds, il va gérer des véhicules d'investissement. Donc, il gère des véhicules de type Lego. Donc, c'est des fonds qui sont gérés par les institutions financières, qui sont légalement sous la structure qui est imposée par une institution financière. Donc, en France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est des fonds qui sont agréés. Et donc, nous, ces fonds-là, en fait, notre métier, c'est d'être des gestionnaires de fonds pour compte de tiers. Donc l'argent qu'on investit concrètement, c'est pas notre argent. Ah, d'accord. On y arrive comment? D'où est-ce que vous justement, notre métier, c'est d'aller voir des gens qui veulent investir de l'argent. Ça peut être soit des investisseurs particuliers, donc des personnalités qui ont des fortunes. Ça peut être par exemple des entrepreneurs qui ont bien revendu leur société et qui veulent, à travers leurs produits de cession, faire fructifier leur capital. Donc ils vont voir des fonds et ils leur disent voilà, je sais que votre métier c'est d'investir, je vous confie votre argent et j'espère que d'ici 5-7 ans, je peux faire 2 à 3 à 4 fois un retour, un multiple sur l'argent que je vous ai donné. Donc j'espère par exemple que si je vous confie 1 million d'euros, vous pouvez me rendre 2 millions, 3 millions, 4 millions. Donc ça peut être des investisseurs particuliers, ça peut être des corporates, donc des grandes entreprises qui ont de l'argent à réinvestir et qui peuvent l'investir à travers des fonds. Ça peut être des investisseurs institutionnels, donc des banques qui gèrent de l'épargne, des assurances, qui gèrent des retraites et qui doivent faire fructifier cet argent-là. Donc ça peut être tout un tas d'investisseurs, ça peut être des family office, donc des structures d'investissement qui gèrent l'argent de plusieurs personnes fortunées ou d'une personne fortunée qui veulent faire fructifier cet argent-là, comme elles le font fructifier sur d'autres classes d'actifs. Donc par exemple, un investisseur particulier ou un family office, il va faire de l'immobilier, il va faire de la bourse, il va faire d'autres produits et il va vouloir diversifier. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de faire entre 5 à 10% de son investissement dans du venture capital. D'accord. Parce que c'est hyper risqué. Faut savoir que y a plus de la moitié des fonds de capital risque qui font perdre de l'argent à leurs investisseurs. Donc ça veut dire que de manière générale, tu vas perdre de l'argent en investissant chez nous. Parce que contrairement à une banque où on te promet 7% de retour par an, par exemple. Je ne sais pas dans quelle banque tu récupères 7%. Mais... C'est un nom que j'ai lancé au pif, mais j'ai pas d'idée sur les taux d'intérêt. Sur les comptes à épargne, c'est réglementé en France, mais c'est 3%.
à la date à laquelle on se parle. Ah, d'accord. Et donc, le VC va venir promettre potentiellement plus de retours, mais il promet rien. Enfin, il dit que vous pouvez gagner plus, mais je vous promets rien, vous pouvez aussi perdre. Si on regarde la classe d'actifs capital investissement, donc private equity, sur les 20 dernières années, en moyenne, ça surperforme en termes de performance nette et de taux de rentabilité interne, donc de performance réelle, toutes les autres classes d'actifs. Ça surperforme les hedge funds, ça surperforme l'immobilier, ça surperforme la bourse. Ça vient faire 20% de taux de rendement internalisé annuel, là où toutes les autres classes d'actifs, elles sont autour, le Nasdaq, la bourse aux États-Unis, c'est 8%, le CAC 40, c'est 6-7%, l'immobilier, c'est 4%. Et donc là, on est vraiment sur des retours qui sont au-delà, en moyenne, de toutes les autres classes d'actifs. C'est pour ça que les investisseurs qui ont de l'argent, ils vont vers du private equity. D'accord. Et donc nous, ce que je te disais tout à l'heure, notre métier, donc si je te reviens juste sur l'analyse, donc on fait cette analyse-là qui dure quelques temps, on rentre en phase de questions-réponses avec les entrepreneurs, et une fois qu'on prend une décision d'investissement, on va envoyer ce qu'on appelle une term sheet, donc une lettre d'intention, qui va en fait détailler, un peu sous la forme d'un contrat, toutes les clauses d'investissement qu'on va mettre sur le pacte d'actionnaires, qui est vraiment le contrat de mariage qu'on va avoir avec l'entrepreneur et la start-up, qui vient détailler le montant de la valorisation du prix par action sur lequel on se fixe pour investir dans la start-up. Donc, combien je vais investir, à quel prix par action, et quel pourcentage du capital est-ce que je vais détenir, et quels droits me sont conférés suite à cette prise de participation au capital. Et c'est ça qui va... Et même plein de droits différents. C'est-à-dire des exemples de droits classiques. Par exemple, est-ce que j'ai une place au board? Est-ce que j'ai une place au conseil d'administration de la start-up? Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un fondateur qui lâche la société? Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'investisseur alors que j'ai mis de l'argent? Qu'est-ce qui se passe le jour où j'ai une cession d'entreprise? Comment est-ce que je vais récupérer mon argent en priorité par rapport à d'autres investisseurs? D'accord. Si jamais il n'y a pas assez d'argent pour te rembourser. Exactement. Et plein d'autres choses comme ça qui font que c'est vraiment comme un contrat de mariage. On rentre et on dit voilà, tel droit me sont conférés en faisant une acquisition de part de ton entreprise. D'accord. Et là, plus concrètement sur le métier d'un employé dans un fonds de venture capital, à quoi ressemble le day-to-day? Tu as bien dit que vous faites de la prospection, du hunting, de la chasse à de nouvelles opportunités d'investissement. Mais il y a quoi d'autre comme mission qu'on pourrait être conféré dans un fonds? En fait, je vais te parler de deux choses différentes. Je vais te parler du métier d'investisseur dans le fond, et je vais te parler de tous les métiers qu'il y a dans les fonds d'investissement, en capital risque. Donc, dans un premier temps, le métier d'investisseur en capital risque, il est décomposé en trois parties. Il y a une partie d'investissement, une partie d'accompagnement et une partie de cession. Donc sur l'investissement, ton day-to-day, ça va être justement de faire des appels avec des startups, de faire des analyses, de discuter avec tes pairs, donc dans d'autres fonds, pour voir s'il y a des startups qui sont en train de lever. Donc toutes ces choses-là, ça va vraiment être de l'analyse et des appels avec des entrepreneurs. Et ça va être toute la partie d'investissement, donc tu vas parler à des avocats pour négocier des packs d'actionnaires, tu vas faire des deals, etc. Donc vraiment la partie deal making, analyse d'investissement. Après, tu as la partie accompagnement, donc ton métier, toi, en tant qu'investisseur, c'est de supporter les startups de ton portefeuille pour qu'elles grandissent plus vite. Donc tu vas être au board de la boîte, tu vas siéger au conseil d'administration, tu vas donner ton avis sur les décisions stratégiques qui sont prises par l'entreprise. Tu vas faire des introductions pertinentes business pour que tes entreprises se développent
plus rapidement. Tes entreprises, c'est-à-dire tes startups. Exactement. Donc tu vas dire par exemple, moi je suis une fintech, je développe un produit financier, je veux vendre à, je sais pas, Tijari. Et ben potentiellement Tijari c'est un souscripteur de ton fonds où tu connais très bien les gens de Tijari. Bah, toi c'est très simple pour toi de faire une intro par mail avec ton entrepreneur et la personne chez Tijari pour lui dire voilà, par lui, il a un truc à te proposer. Et en faisant ça, bah, tu peux créer du revenu, des liens business, etc. Après, tu as la partie sortie. Donc, ce que je te disais depuis tout à l'heure, c'est que nous, notre métier, c'est de rendre de l'argent à nos investisseurs. Et bah, ton métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur processus de sortie, donc de revente d'entreprise. Soit tu peux le faire parce qu'il y a un processus en cours qui arrive et donc ton métier, c'est de négocier les clauses de sortie, les montants de rachat, etc. Et plein d'autres trucs un peu plus en détail. Soit ton métier, c'est de mandater des banques pour dire, voilà, on a une société en portefeuille, ça fait 5 ans qu'on l'a dans le portefeuille, il s'agirait maintenant de revendre nos parts, trouver des acquéreurs. Et donc, tu suis la relation avec ces banques. D'accord. Donc ça, c'est un peu de manière un peu globale, tout le métier d'investissement. Mais sauf qu'il n'y a pas que ce métier d'investissement dans un fonds de capital risque. Il y a tout un tas de métiers connexes. Je vais t'en donner plusieurs. Ça peut intéresser certains d'entre vous qui ont soit des fibres un peu plus financières, un peu plus légales, un peu plus tech, etc. Donc nous, par exemple, dans notre fonds, on est une quinzaine. Il y a même pas un quart de l'équipe qui fait vraiment que de l'investissement. Donc il y a 4 personnes qui font de l'investissement pur, donc tout ce que je viens de te raconter. Tu as des personnes qui vont aller faire de la vente, donc des sales. Donc ton métier, c'est d'aller convaincre des investisseurs institutionnels, entreprises, particuliers, banques privées, donc des gens qui gèrent de l'argent pour compte de tiers, qui sont des banquiers, par exemple Tijari, Wafa Bank a une banque privée, CFG a une banque privée, qui vont en fait conseiller leurs clients sur des produits financiers, dont le capital risque. Donc en fait, on va gérer des relations avec tous ces gens-là pour leur dire, voilà, investissez chez nous. Donc c'est un métier vraiment de vente. Après, il y a des métiers financiers. On a une directrice financière chez nous, dont le métier, c'est de gérer les finances du groupe, de la société, de gérer tous les flux de transactions, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre et qui sort. Donc c'est vraiment de gérer de manière opérationnelle, efficiente, tous les flux. Ensuite, il y a des métiers légaux. Donc il y a quelqu'un chez nous qui s'occupe du juridique parce que on a des lettres, on a des contrats à gérer, on a des packs d'actionnaires à créer, et on gère beaucoup des relations avec des cabinets d'avocats externes qui travaillent avec nous. Et après, particularité de moi, mon fonds dans lequel je travaille, et je pense que c'est une tendance qui va venir de plus en plus, c'est qu'on a développé une équipe tech dans notre fonds. Donc on a un CTO, on a des full stack devs qui travaillent avec nous, des data scientists, ils sont 5 dans l'équipe. Et en fait, la particularité, c'est qu'on va implémenter des process d'IA dans tous nos métiers d'investissement. Donc on va aller sourcer intelligemment des boîtes, on va aller analyser intelligemment avec de l'IA nos boîtes, et plein d'autres choses qui font que on a des techs, on a des devs, et ça se démocratise de plus en plus. Ok, d'accord. Et en commençant la période du screening d'une entreprise, c'est-à-dire premier contact, etc., il se peut que vous investissez déjà dans des startups dans plusieurs domaines, ou vous êtes dans un seul domaine? Nous, on est généraliste. Donc nous, par exemple, on va uniquement investir dans du logiciel, mais dans plein de secteurs différents. En fait, l'idée à travers ça, c'est vraiment de se diversifier, parce que tu n'as pas envie de mettre tout dans un même secteur et que le secteur, en fait, ne soit pas porteur et que tu perds tout ton argent. Donc on va autant investir dans des fintech, des boîtes dans l'assurance, dans les jeux vidéo, dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, toutes ces choses-là qui font qu'en fait, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, le reste va marcher. Donc on a une logique de portefeuille et ça va être porteur sur le long terme. Pour autant, il y a des fonds qui sont spécialisés. Il y a des fonds qui vont être spécialisés sur la fintech, d'autres qui vont être spécialisés sur... je peux te prendre plein de trucs en particulier, mais
Tu as des fonds qui vont être spécialisés sur l'éducation, tu as Mhm. des fonds qui vont être spécialisés sur la deep tech, donc des innovations de rupture, des choses assez techno, des fonds qui vont être spécialisés biotech, des fonds qui vont même être spécialisés sur le quantique. Mais j'imagine donc qu'au sein de ces fonds, il y a des gens qui sont experts dans ce domaine qui pourront savoir le potentiel qu'a cette idée de cette start-up et, et d'un peu être familier avec le milieu, non? Exactement. Donc, il y a plusieurs types d'investisseurs, mais par exemple, il y a souvent des investisseurs qui ont eu des passés d'entrepreneurs dans Ok. des secteurs en particulier et qui donc demain vont apporter de la valeur opérationnelle, entrepreneuriale aux entrepreneurs qui eux-mêmes vont accompagner. Après, tu as des investisseurs qui n'ont jamais vraiment été entrepreneurs ou ont travaillé dans les secteurs dans lesquels ils investissent avant, mais c'est juste qu'ils ont développé une expertise avec le temps, en voyant beaucoup de dossiers, en voyant beaucoup de D'accord. choses se passer. Et ça a tout autant de valeur pour un entrepreneur qui est accompagné par eux. Ok, ok. Bon, je crois qu'on en passe à l'état des lieux au Maroc, à l'état du venture capital au Maroc. Là récemment, il y a eu en septembre dernier, là, on est en novembre là, à la date du tournage, et en septembre 2024, il y a eu le lancement de la stratégie Digital Morocco 2025, 2030, ok. Du coup Maroc Digital 2030, excusez-moi, et qui a pour vocation entre autres d'encourager l'entrepreneuriat dans le digital. Et vous pouvez aller lire sur la brochure de la stratégie, on y voit que l'un des leviers principaux, ce sera d'encourager le capital risque au Maroc pour financer les entreprises innovantes dans ce secteur. Est-ce que toi déjà, à l'heure qu'il est, tu connais des venture capitalistes marocains, un peu des fonds qui existent? Qu'en penses-tu? Déjà, moi je trouve que c'est une super chose qui est ce plan Maroc Digital 2030 parce qu'on se projette. Je pense qu'on est encore aujourd'hui qu'au jour 1 de tout le développement de l'écosystème tech marocain et donc je trouve ça juste génial ce qui est fait par le gouvernement, par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et par Richam Zour qui est derrière ce plan Maroc Digital 2030. En fait, on est au Maroc en pleine phase, enfin comme on l'est dans le monde, mais on est en pleine phase de digitalisation et de décarbonation. On est au Maroc hyper bon dans le digital, on a des talents juste trop forts qui viennent des meilleures écoles d'ingénieurs, que ce soit au Maroc, soit dans la diaspora. Donc on a vraiment cette chance par rapport à d'autres pays d'avoir des merveilleux talents. On a la chance d'avoir aussi des ressources stratégiques, naturelles qui sont incroyables. Je pense au solaire avec la ferme solaire Nour de Ouarzazate, je pense à l'éolien, je pense au phosphate avec tout ce qui est en train d'être fait par l'OCP. Je ne sais pas si certains le savent, mais avec les batteries lithium-ion phosphate qui vont être utilisées pour les voitures électriques, le Maroc va vraiment être un des premiers exportateurs de batteries pour voitures électriques dans le monde. Même au niveau du dessalement, le Maroc est en train de faire un truc incroyable. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de volonté politique, de volonté gouvernementale de développer un écosystème tech parce qu'on a vraiment une énorme place à prendre. Moi-même, je commence vraiment à m'intéresser à tout ça et donc j'ai monté un podcast récemment qui s'appelle Chumoroko où je vise à rencontrer des entrepreneurs et des investisseurs marocains qui construisent cet écosystème-là. Pas d'autopromo, mais juste voilà pour dire qu'on est encore qu'au tout début de ça. Et aujourd'hui, il y a des entreprises marocaines hyper connues qui ont déjà des programmes d'investissement en capital risque. Je pense à l'OCP qui investit énormément au capital risque. Je pense à la CDG qui a son programme d'investissement qui s'appelle la CDG Invest, qui lui-même a un programme d'investissement dans les entrepreneurs qui s'appelle 212 Founders, qui a investi depuis 5 ans maintenant dans plus d'une vingtaine de sociétés marocaines ou avec des entrepreneurs marocains. On a quelques fonds qui existent depuis des années. Je pense à Maroc Numeric Fund, à Azure, à Outliers, qui sont des fonds marocains qui
qui ont déjà... Donc aujourd'hui, on a une dizaine de fonds au Maroc qui se structurent. De connaissances aussi, il y a beaucoup de fonds à l'international qui sont en train de réfléchir à mettre des bureaux au Maroc. Parce que c'est juste super intéressant d'avoir un pied sur l'écosystème local et d'avoir un pont entre l'Europe et l'Afrique. Il y a déjà des fonds africains, il y a déjà des fonds européens qui ont des bureaux à Dakar, au Kenya, etc. Mais aujourd'hui, le Maroc, en termes d'investissement, il se classe quatrième, je pense, en Afrique, d'un point de vue régional, en termes d'investissement en capital risque, donc en termes de volume en montant de levée de fonds. Je pense qu'en 2023, ça représente 80 millions de transactions sur plus d'une trentaine d'opérations. Regardez d'ailleurs le rapport Partech, on le mettra en commentaire sur l'investissement en Afrique, qui détaille assez bien l'investissement capital risque en Afrique et la place du Maroc. Mais je pense qu'à travers le plan Maroc 2030, ce qui est dit pour 2030, c'est qu'on veut au moins atteindre les 300 millions d'euros de volume de transactions d'ici 2030, avec au moins, on l'espère, une à deux licornes d'ici là, sachant que le mot licorne est un peu galvaudé, parce que licorne, c'est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard d'euros, de dollars, ça dépend, mais c'est un terme par rapport à la valorisation des sociétés, qui est un terme qui n'est pas vraiment un terme que j'apprécie beaucoup, parce que une entreprise qui lève beaucoup de fonds ou un investisseur peut, le jour 1, donner une valorisation de 1 milliard, ça ne veut pas forcément dire que c'est une belle boîte. Moi, je préfère regarder les boîtes par rapport à leur niveau de revenu que leur niveau de valorisation. Et donc, tout ça pour dire qu'on est au jour 1 du Maroc, qu'il faut, si vous nous écoutez, que vous regardiez beaucoup soit la potentialité de soit monter des boîtes, soit d'aller bosser dans l'écosystème tech en tant que dev ou en tant que CTO, en tout cas façonner cet écosystème-là. Il y a beaucoup de volonté, encore une fois, de promotion de cet écosystème-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est comme si on était en France en 2010, 2009, et qu'il y a encore tout à faire. Ok. Écoutez, To Morocco, les podcasts de Mehdi Benjelloun, n'hésitez pas à regarder ça, ça sera dans la description. Et on arrive à la fin de notre podcast, c'était très chouette de cette discussion. Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, et juste pour dire quelques mots supplémentaires, donc, je pense vraiment que le capital risque, c'est un secteur qui est d'avenir, notamment au Maroc, parce que ça va réussir à financer de belles success stories, mais pas que au Maroc. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a les entrepreneurs marocains de la diaspora qui, je pense, il faut bien fédérer, qui sont hyper intéressés par ce qui se passe au Maroc. On a eu, je pense, un changement de paradigme ces 2 dernières années où en fait on s'est dit pourquoi est-ce que nous, étudiants, jeunes actifs de la diaspora, est-ce qu'on reste dans nos pays respectifs et on ne vient pas façonner le Maroc? Je pense que si vous nous écoutez, le message que j'aimerais bien transmettre, c'est on a de la chance d'avoir un pays qui est stable politiquement, qui a une position géographique stratégique avec des ressources qui sont exceptionnelles et une volonté gouvernementale, royale de développement du pays. Donc je pense vraiment qu'on peut prendre une place au moins régionale de première puissance économique africaine d'ici 5-10 ans, je le pense vraiment, et qu'à l'échelle mondiale, on peut vraiment avoir une belle puissance économique. Mais tout ça, ça va passer par des investissements. On a vu avec la visite de Macron qui a eu pour la première fois des accords inédits de développement, d'investissement entre le FMCC, donc le Fonds marocain Mohamed VI pour l'investissement, et la BPI, avec ces différentes agences qui sont l'Agence française de développement, Proparco et d'autres, et même avec l'OCP pour tout ce qui est énergie renouvelable. Donc on part sur vraiment une phase sur ces prochaines années où on va voir beaucoup de choses se développer. Il y a une joint venture qui est en train d'être créée entre le FMCC et la BPI pour créer un accélérateur marocain d'investissement. Donc entrepreneurs marocains, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être mises en place, des prêts d'honneur,
des accélérateurs qui vont vous permettre de vous donner les moyens d'accéder à des ressources pour vous financer, vous développer, etc. Donc j'adore cette période parce que c'est super excitant. On est qu'au tout début. Mais en tout cas, lancez-vous. Sinon, mettez-vous dans l'investissement en start-up ou même en capital développement, private equity. Toutes ces choses, en tout cas, je pense que ça peut être super intéressant. Et si vous êtes plutôt dev ou plutôt tech, etc., je pense qu'il y aura de la place pour aller être façonneur, CTO dans des startups marocaines ou dans des startups pas forcément marocaines, mais à l'international, fondées par des Marocains, parce qu'il y en a plein. Moi-même, j'ai cofondé, encore une fois, une organisation qui s'appelle Moroccans in Tech, qui est en fait juste une série d'événements organisés à Paris avec des entrepreneurs marocains de la diaspora ici à Paris, et où en fait c'est des investisseurs, des entrepreneurs, des opérateurs, et en fait on voit juste qu'il y a un énorme engouement. Donc voilà, c'était juste le mot que je voulais transmettre. Merci beaucoup, c'est très intéressant et on aime bien avoir ces idées, ces perspectives de développement ce gros potentiel qu'a notre pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Mehdi. Et à la prochaine.